la chaîne qui donne envie d'agir. Nous sommes toujours à Atlantis, le centre, le 23 septembre 2016 avec les étudiants de l'école Pigier. Les étudiants de BTS Communication deuxième année, voici notre deuxième invité, toujours dans le cadre de cette émission spéciale qui s'inscrit dans le cadre de la Digital Week. Ophélie nous présente notre deuxième invité. Bonjour Sandrine. Bonjour Ophélie. Alors nous nous sommes rencontrés dans les bâtiments industriels chics de Bio-Bureau et lorsque nous sommes arrivés, vous dégustiez votre Madeleine de Proust, donc le Sundae. Et du coup pour vous mettre... au caramel. Caramel. On précise. Et pour vous mettre dans les meilleures conditions, nous avons décidé de vous faire une interview Sundae. Waouh. Une interview Sundae. Est-ce qu'on vous a déjà fait ça, Sandrine? Regardez, Jamais, c'est une grande première. regardez comment vous bichonne. Voilà. Non, Waouh, alors là je suis bluffée. Ils sont en communication, ils pourraient travailler dans l'hôtellerie tellement merci, ça pour c'est se très voir. sympa. En même temps, Ils je ont le fais sens la... du client quand même. Voilà, ils ont le sens de client déjà. Donc prenez le temps de vous installer. Vous allez nous raconter peut-être ce qui s'est passé lors de cette rencontre et puis poser une première question à Félix. Oui, bien sûr. Alors Sandrine, vous êtes la fondatrice de la société Digitali. Que fait Digitali? Alors Digitali, c'est une Ça start-up. laisse pas le temps de mettre toutes les cacahuètes. C'est ça. C'est une start-up sociale qui accompagne les entreprises et les organisations plus largement dans leur changement, dans leur transformation par le numérique et aussi par la mixité, parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, la mixité, la diversité de façon plus globale est une chance pour les entreprises et que le digital, qui bouscule un peu toutes les organisations et toutes les sphères de nos sociétés, est une réponse pour... On en parle dès le début, c'est vraiment les fondamentaux de votre entreprise. C'est ça. La mixité. On ça. va en reparler bien sûr de la mixité. Concrètement, qu'on voit à quoi ça ressemble l'une des solutions que vous proposez dans votre entreprise. On va revenir à quelque chose de plus technique. Alors les solutions, c'est qu'il y a deux axes. Donc ça va être sur la transformation numérique, pouvoir accompagner les entreprises sur... comment s'emparer de ce sujet, parce que parfois les décideurs sont démunis. On va prendre un exemple concret, là, un magasin, tiens, j'ai un magasin de vêtements derrière vous, là, que je vois, ils veulent se lancer dans le numérique, qu'est-ce qui se passe ensuite? Parfois un magasin de vêtements, alors c'est pas forcément le cas pour les grandes chaînes, mais un magasin de vêtements qui va se poser la question de vendre sur Internet. Comment s'y prendre au-delà de simplement mettre en place un site e-commerce? Qu'est-ce que ça va changer en termes d'organisation, de logistique, de gestion de la relation, de l'e-relation client? Et c'est toutes ces questions que je vais essayer d'accompagner pour trouver des réponses. Le changement du magasin en question, mais aussi des clients forcément. Et des hommes et femmes qui travaillent dans cette organisation. C'est ça, changement humain aussi des équipes, puisque dans la vision que j'ai de mes activités, c'est vraiment l'humain au cœur de cette transformation numérique. Il y a de l'humain en plus. Oui, d'accord. Je vous avais dit que ça risquait d'être passionnant. Je vous avais dit, Rodolphe, fallait pas venir. Margot, un mot sur le parcours. Plus jeune, vous vouliez être journaliste. On est en 1995 et vous rentrez à l'Institut français de la presse. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette période ? Oui, alors donc effectivement, j'avais dans l'idée d'aller mener des investigations sur les grands sujets de société qui étaient les nôtres à cette période-là. Donc l'envie de refaire le monde d'une certaine façon, avec le pouvoir qui était à cette époque-là aussi très fort du côté des médias. Et donc j'ai aussi beaucoup appris sur effectivement les sphères d'influence médiatique à cette période-là. Le pouvoir était très axé sur les médias, vous dites, c'est ça qui vous intéressait aussi, c'est de pouvoir justement avoir les moyens d'explorer, d'investiguer. D'explorer, investiguer, informer, délivrer les bonnes informations. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est la recherche de vérité qui vous anime à cette époque-là? Tout à fait, de justesse et de vérité, toujours aujourd'hui. C'est même pas l'envie de balancer en fait. Je suis déçu. Moi. Ah peut-être un petit peu. Léa? Alors finalement, vous entrez successivement dans plusieurs agences de communication. Qu'est-ce que vous y faites concrètement ?
Alors d'abord, vous lâchez le journalisme. Oui, alors je lâche le journalisme, oui, parce que j'avais une envie d'être journaliste d'investigation et puis petit à petit, en découvrant les enjeux liés au fait d'être, par exemple, reporter de guerre, je me suis un peu... C'est trop dangereux. Je me suis un peu mise en retrait et puis finalement, j'ai découvert aussi l'univers de la communication et des relations publiques et j'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi d'être... cette facilitatrice entre les entreprises, les organisations et puis les médias, avec cette envie de pouvoir orchestrer aussi l'actualité à ma façon. Ophélie, on est en 2000. Oui, on est en 2000 et vous arrivez donc chez Canon. Oui. Et du coup, vous êtes embauché en tant que presse relation manager. Traduction. C'est ça, donc j'étais responsable des relations presse à l'époque, donc les relations presse qui vivaient aussi un grand changement, puisqu'on commençait avec l'Internet à voir arriver de nouvelles sphères d'influence sur le web. Et donc à la fois ce changement au niveau de la pratique du métier des relations publiques, mais aussi un changement important à gérer. C'est la première fois que j'ai entendu parler de transformation digitale. Alors je ne savais pas ce mot-là à l'époque, mais en travaillant chez Canon, Canon était pour la partie B2B, donc système et solutions d'impression. Canon devait passer d'une image de vendeur de photocopieurs à une image de prestataire partenaire des entreprises dans la gestion de leur système et solutions d'impression, avec toute la gestion documentaire, gérer les flux d'impression, et donc un changement de métier complet lié à la révolution numérique, puisque voilà, il y avait un enjeu énorme pour l'entreprise de se transformer. Ce changement de positionnement, ça vous plaît? C'est surtout le fait de s'adapter à un nouveau potentiel et d'aller découvrir de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs et comment l'entreprise peut être impactée. Prenez une cuillerée de Sunday peut-être parce qu'on n'arrête pas de vous poser des questions. Ce qu'il faut savoir, David, c'est que le numérique, ou tout au moins l'informatique, n'est pas du tout étranger à Sandrine, parce que son histoire avec l'informatique commence vers, allez, on va dire 7-8 ans. Alors attends, moi je voudrais que ce soit les reporters qui prononcent ce mot. Et jouer avec quoi son premier ordinateur? Moi je le connais. Avec l'Amstrad CPC 464. Elle est obligée de lire comment elle s'affiche. Ça c'est bon. Elle est obligée de lire sa fiche. Qui a connu l'Amstrad CPC 464? Voilà, que les vieux quoi, que ceux qui ont plus de 40 balles. J'avais le 6128 en couleur, moi, c'est bon. J'avais le modèle couleur, moi. 6128 à disquette, c'est bon. Qu'est-ce que vous faisiez là-dessus? Parce qu'on faisait pas grand-chose sur les Amstrad. Non, on faisait pas grand-chose, mais l'Amstrad, en fait, c'est mon papa qui m'a fait ce cadeau parce qu'étant dans l'informatique, il voulait absolument me familiariser avec l'univers informatique, et donc voilà, il m'a mis devant un Amstrad CPC 464. Que j'avais, même à qui j'avais donné un nom, je l'appelais Ralph, mon Amstrad. Et donc, voilà, il fallait taper commencer à taper des petites lignes de code et puis mettre des cassettes, parce qu'il y avait des cassettes pour lancer un quart d'heure. Des applications ou des jeux. Evan a connu ça, c'est pas vrai. Il n'est pas là, Evan. C'est vrai qu'être développeur avec un Amstrad, c'est comme jouer au Mikado, hein. Les yeux bandés. On demande un Amstrad pour le studio radio, s'il vous plaît. On voudrait voir à quoi ça peut ressembler. Alors, on poursuit avec une question de Margot, parce que l'expérience de Canon, ça dure 4 ans. Et puis donc, vous créez votre première entreprise, c'est Conseil. Alors, avec quelle intention vous créez votre entreprise? Avec l'intention de dépoussiérer le métier des relations presse, puisque venant d'un groupe orienté technologique et digital, avec cette problématique de transformation, j'avais envie aussi, moi, d'apporter quelque chose de nouveau au secteur des relations presse. Et donc j'ai créé mon agence, j'avais 28 ans à l'époque. C'est jeune. Voilà. C'est jeune, ça vous a paru jeune ou peu importe l'âge? Je pense que je ne me posais pas de questions. Je pense qu'à cet âge-là, j'avais envie de conquérir le monde. Il n'y avait pas de problème, que des solutions. Encore une aventurière. Sandrine, conquérante, quoi d'autre à cette époque-là, au moment où vous créez votre première entreprise à 28 ans, c'est-à-dire un âge auquel les étudiants qui sont présents aujourd'hui vont vite arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Un petit grain de folie peut-être pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
un peu d'insouciance, mais aussi une envie de participer à un projet de société aussi, à l'économie de son pays. Enfin, moi, j'étais très contente de pouvoir entreprendre et de créer des emplois, parce que très vite, j'ai été amenée à le faire, et avec la volonté justement d'orienter le métier que je faisais vers des nouvelles technologies qui à l'époque arrivaient. Enfin, les blogueurs, ce ne sont pas des technologies, mais ce sont des personnes. La blogosphère venait juste de naître, et les entreprises se demandaient, encore une fois, comment faire pour entrer en relation avec les blogueurs, et quelle était l'influence qu'ils pouvaient avoir. Vous avez été blogueuse, vous, à votre façon? J'ai été blogueuse aussi, oui, ouais. Un peu plus tard, une fois que la blogosphère était bien installée. J'avais un blog sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. Voilà. Tiens donc, il va falloir qu'on en parle. Hein. Ça dure 10 ans, cette expérience-là, Margot? Oui, alors que retenez-vous de cette première aventure entrepreneuriale? Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? J'ai beaucoup appris. Je pense que c'était une formation accélérée, parce qu'effectivement, quand on sort des études, quand on sort d'un grand groupe, on a encore plein de choses à découvrir, et l'entrepreneuriat, c'est une formation très rapide sur plein de domaines, puisque j'étais un peu, je ne sais pas si on dit homme ou femme orchestre, mais il fallait... femme, hein, du coup, avec ce que vous avez commencé à nous teaser. Voilà, donc il fallait à la fois avoir des compétences en gestion, avoir des compétences informatiques, parce que quand il y avait un bug sur le parc informatique, même si j'avais que quelques ordinateurs, il fallait aussi pouvoir régler le problème. Il fallait faire du développement commercial, il fallait développer des offres, faire du marketing. Il fallait être partout, et puis en même temps c'était passionnant parce que c'était très varié. Cécile ? Vous voulez dépoussiérer le monde, vous voulez refaire le monde. Est-ce que les outils aujourd'hui du numérique, enfin, et au moment où même ils ont apparu, est-ce que ça vous paraissait être des outils justement qui permettaient d'aller... C'était votre arme à ce moment-là? Est-ce que c'est encore une arme pour aider les entreprises justement à changer le monde? Complètement, parce que c'est aujourd'hui, avec très peu de moyens, finalement, bon, tout est relatif, mais avec très peu de moyens, même quand on est par exemple une start-up, on peut très vite faire plein de choses qu'on ne faisait pas facilement autrefois, qui prenaient du temps, qui prenaient de l'argent. Aujourd'hui, voilà, avec plein de petits outils qui existent partout et développés par d'autres sur le net, on peut avoir la possibilité de faire de grandes choses. Donc c'est un vrai potentiel, un vrai champ des possibles, le numérique aujourd'hui. Léa, on va parler de mixité. De mixité? On va parler de mixité avec votre question. Enfin, je ne sais pas, je ne connais absolument pas la question que vous allez poser. Je mange une cuillère de Sunday en attendant pendant que vous préparez la question. Alors nous sommes en novembre 2015. Vous devenez présidente de l'association Femmes du Digital Ouest. Pourquoi vous? Parce que je pense que j'ai eu l'envie, avec Sandrine Fouillet, avec qui j'ai co-créé cette association, d'agir concrètement en région pour créer des rôles modèles de femmes qui vont vers les métiers du numérique, parce qu'elles sont encore peu présentes, et elles représentent aujourd'hui 26% en Pays de la Loire de femmes qui vont vers les métiers du numérique, et quand on parle d'innovation, de création de start-up numérique ou avec de la technologie, on passe sous le seuil des 10%, donc on sait qu'aujourd'hui le numérique ça occupe une place importante dans la création du monde qu'on est en train d'imaginer, de construire, donc il faut et que les femmes ont leur place. Modèles. Il faut montrer ces modèles. Voilà, donc l'idée c'était de mettre en avant des modèles, donc on l'a vu avec Julie juste avant, donc, qui font partie des rôles modèles qu'on souhaite valoriser pour montrer la diversité des profils et des parcours dans le numérique et des métiers, parce que voilà, c'est encore le numérique, des représentations très stéréotypées finalement du geek derrière son ordinateur. Alors évidemment, on est tous convaincus autour de cette table de l'intérêt de féminiser davantage le monde de l'entreprise et du digital en particulier, mais en quoi c'est vraiment incontournable? En quoi est-ce qu'il est incontestable qu'il fait davantage de femmes dirigeantes? Je retournerai à la question en fait. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes aujourd'hui? Pourquoi quand on apprend par exemple du code, du développement aux enfants, quand on a des enfants de 10 ans, on a autant de filles que de garçons, et puis qu'année après année, les filles disparaissent et qu'on se retrouve après dans les écoles qui préparent au métier du développement informatique avec 10% de filles. Où sont-elles? Pourquoi elles n'y viennent pas? Et c'est important qu'elles puissent, elles aussi, créer le monde de demain, parce que le monde de demain, c'est la technologie qui va
être essentiel dans tout ce qu'on est en train d'imaginer. Ça inspire une question à Jessie. Oui, alors moi j'ai une question par rapport à cette envie de mixité absolue. Ça vous vient d'où ces convictions? C'est un vécu, c'est l'éducation, c'est pas un vécu parce que je pense que j'ai jamais eu de barrière en fait dans tout ce que j'ai pu entreprendre. J'ai toujours été de l'avant et été encouragée. Donc j'ai pas forcément personnellement vécu des situations où j'aurais eu des cas. Vous n'avez pas été discriminé, voilà, vous n'avez pas été discriminé. Par Elle a contre, commencé avec un Amstrad quand même, je veux dire, commence haut, quoi, je veux dire. Par contre, j'ai beaucoup été, en étant dans un secteur dit technologique, où j'étais dans des réunions ou des rendez-vous, j'étais beaucoup entourée par des hommes, donc je me suis posé un peu la question. Et comme j'ai, je pense, ce souci personnel d'un monde plus juste, je m'en suis fait un objectif professionnel. Léa. Donc oui, du coup, vous prenez ce rôle à cœur, puisque vous écumez les écoles pour sensibiliser les jeunes au métier du digital et encourager les filles à s'y engager. Donc pourquoi cet engagement? Est-ce que c'est dur pour une femme d'entreprendre le digital? Et pour vous, quels sont les freins? Parce que finalement, il y a beaucoup de femmes qui se mettent des freins, c'est ce que vous dites, c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'on entend parler de féminisation de l'entrepreneuriat. Alors quels sont ces freins? Alors j'ai plusieurs questions, donc je vais essayer de répondre. Alors déjà, l'engagement auprès des écoles, peut-être dans un premier temps, c'est important pour vous de... Oui, alors les écoles, c'est vrai que c'est important parce que effectivement, les femmes ne se représentent pas dans les schémas des métiers technologiques. Donc c'est encore une fois des images stéréotypées. C'est le fait de se dire que peut-être que c'est pas forcément pour soi, qu'on ne se projette pas, donc d'essayer de montrer justement des parcours de femmes qui sont très différents et qui ont osé aller vers ces métiers et de faire découvrir les différents métiers qui existent. Ça permet de peut-être donner envie à d'autres d'aller vers ces métiers-là. Après, effectivement, les freins c'est aussi parfois des freins personnels qui sont de se dire finalement, peut-être quand on est une femme, on ose moins. On a moins confiance et on se dit que c'est peut-être pas forcément notre place d'être dans des start-up week-end, d'être dans des incubateurs de start-up, d'être dans des univers qui sont essentiellement masculins. C'est pas évident de trouver sa place et d'être sûr que on va pouvoir apporter une contribution. Donc c'est tous les messages qu'on essaye de passer en disant que oui, c'est possible, qu'il faut oser, il faut y aller, il y a des vraies opportunités. Est-ce que vous retrouvez, mesdames, mesdemoiselles, les étudiantes, dans ce que nous dit Sandrine? Ça vous laisse le temps de prendre une cuillère de Sunday, oui, c'est très stratégique. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce combat vers davantage de mixité? Léa? Oui. Allez-y. Gros doute. Oui, pour l'instant, je veux dire, j'ai pas trop eu d'expérience. Pour l'instant, c'est difficile de se Oui, voilà, c'est difficile de se positionner parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'expérience en entreprise. On n'a eu qu'un stage pour l'instant, donc. Margot, Philippe. Oui, je pense que c'est l'expérience qui nous le fera dire aussi par la suite. Je suis d'accord, on n'a pas été encore assez dans le monde du digital pour. Oui, ou dans le monde du travail, d'une manière générale, peut-être. Margot, on va revenir au parcours depuis mars 2016. Ah oui, alors, donc depuis mars 2016, vous êtes à la tête de Digitali. On l'a évoqué au début de l'interview. Il s'agit pour vous d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi elles font appel à vous et pourquoi elles n'y arrivent pas toutes seules? C'est quoi votre différence à vous? Parce qu'on a travaillé en préparant cette émission sur la question de la différence. La différence, c'est le fait d'apporter une réponse sur la culture numérique en disant qu'on reste quand même, que l'humain reste au cœur de tout ça et que le numérique, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un moyen de pouvoir faire davantage de choses, d'être plus efficace, de saisir de nouvelles opportunités, mais aussi de s'adapter parce qu'on est aussi dans un monde qui change très très vite, qui s'accélère et que ce changement, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et c'est là que j'interviens parce que, comme je disais tout à l'heure, mes interlocuteurs et les décideurs avec lesquels j'échange ont souvent l'impression que c'est une énorme vague qui arrive et ils ne savent pas forcément comment la gérer, par quel bout commencer, qu'est-ce que ça va impacter au sein de leur organisation et comment ils vont
avoir la maîtrise de tout ça. En quoi est-ce que la notion de mixité impacte votre entreprise? Vous avez commencé d'ailleurs en pitchant votre entreprise tout à l'heure comme ça. Oui, qu'est-ce qu'elle vient ce qui faire fait dans l'offre de service? Et surtout, comment elle se traduit? Alors dans la transformation, j'ai envie de dire que c'est pas forcément l'essentiel du sujet, mais je vais en tout cas veiller, parce que c'est les valeurs de la société aussi, à intégrer davantage de mixité et de diversité dans les équipes qui vont travailler sur la transformation numérique, pour que les femmes puissent aussi prendre part à ce sujet de transformation, parce qu'en entreprise aussi, il y a des sujets importants à porter et qui sont essentiels pour la survie et le développement de l'entreprise. Et donc vous que les femmes puissent clairement prendre part auprès des clients, ça? Tout à fait. Ce positionnement. Tout à fait. Donc c'est aussi ce qui peut interpeller. Donc c'est un critère qui de questionne différence beaucoup. Voilà. Aussi. Et c'est ce combat de la mixité, vous le portez aussi à travers les autres casquettes que vous portez régulièrement, parce que vous êtes aussi représentante régionale Pays de la Loire de la commission Les Femmes du Numérique. Donc, Du Syntec numérique. Syntec numérique, voilà, donc vous êtes déjà très active, ainsi que dans le business au féminin, BFN. Donc là, voilà, c'est pas seulement. C'est cohérent. Oui, voilà, ça a du sens. C'est pas seulement au sein de l'entreprise, c'est aussi à l'extérieur, et il y a une notion un peu de prêcher la bonne parole, j'ai l'impression quand même. Promouvoir. Elle veut changer le monde, elle l'a dit. Tout à fait. Et j'ai rejoint aussi Incubator, qui est un réseau d'incubateurs de start-up qui se développe partout en France, avec cette volonté de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui rejoignent ce type d'accompagnement, parce que dans les incubateurs de start-up aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes. Cécile, et puis ensuite une question. Moi, c'est une toute petite remarque. En fait, le fait qu'on ait besoin de remettre les femmes aussi au cœur du changement, c'est pas complètement propre qu'au numérique. C'est propre à tous les changements au sein des entreprises. Et je crois que c'est important de redire que la diversité, la mixité, elle est absolument nécessaire dans tout type d'entreprise, quelle que soit sa filière et quel que soit son sujet. Il y a nécessairement besoin de mixer les parcours, les hommes, les femmes, les endroits. C'est tout simplement une affaire de performance de l'entreprise. Oui. Et je crois que le digital est l'occasion de le faire, parce que jusqu'ici, on a quand même un univers où notamment dans les représentations, les organismes de représentation, les organes de représentation de l'entreprise, les femmes sont très absentes. Donc voilà, c'est l'occasion de changer aussi les choses avec le digital. Et je rappelle qu'autour de la table, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes en ce moment. C'est beau, ça. On est dans la mixité. Beau. Tu veux qu'on demande au public d'applaudir ça? Moi je veux bien. Oui, parce que merci. Là, à mon avis, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. Léa, avant-dernière question. Alors, avec toutes ces hésitations et cette peur, comment faites-vous pour les convaincre? En fait, c'est quoi votre truc? Je leur dis qu'il faut se rassurer, que tout ira bien. C'est ça, ça va bien se passer. Non, j'essaye vraiment de montrer les opportunités, puis d'expliquer aussi le monde dans lequel on vit. Un monde qui est en train de changer très très vite, et il faut intégrer ce changement. Donc la révolution qu'on vit aujourd'hui, elle est très forte. Et il faut aussi savoir se poser les bonnes questions pour s'adapter, et puis expliquer un peu aussi quels sont les nouveaux usages. Et ça, je pense que chacun, si on se replace dans l'usage, si on se replace du côté du client, par exemple, eh bien c'est plus facile de comprendre quels sont les enjeux, et qu'il va falloir à un moment donné pouvoir intégrer tous ces enjeux dans l'entreprise et dans l'organisation. Ophélie ? Oui, du coup, vous nous avez dit que créer une entreprise, ça prenait beaucoup de temps. Ça m'étonnerait. Beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Finalement, vous n'étiez pas mieux quand vous étiez salarié? J'aime bien l'image du salarié, parce que c'est quand même pépère. Franchement, le salarié, tu rentres chez toi, tu penses plus à rien, c'est bien connu. Tu rentres pas avec les dossiers à la maison, quoi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et là, on va avoir énormément de. Sauf qu'avec le digital, il n'y a plus de barrière entre le pro et le perso. Donc tu continues à bosser. Alors, du coup, la barrière. C'est une question piège, effectivement. Pardon pour l'intervention. C'est une question piège. Je pense que dans l'entreprise, de toute façon, l'entrepreneuriat aujourd'hui doit être partout. Il doit être l'esprit d'entreprendre. Et voilà, moi, j'interviens aussi avec 100 000 entrepreneurs sur le sujet. L'esprit d'entreprendre, il est partout. Il doit être dans les entreprises davantage, je pense. Et voilà, il y a beaucoup d'organisations qui y travaillent. Donc qu'on entreprenne dans un projet en entreprise ou qu'on entreprenne dans sa propre entreprise, je pense que ce qui fait la différence, c'est que effectivement, quand on crée son entreprise, on crée un projet, un modèle qui est le sien. Et voilà, qui nous porte. En tout cas, il y a beaucoup de Sandrine dans votre entreprise, c'est ce qu'on a entendu. Et vous êtes même chez 100 000 entrepreneurs. On les salue au passage, nos amis de 100 000 entrepreneurs.
Ça fait plaisir en tout cas de vous avoir avec nous. Merci. Vous revenez dans quelques instants pour D'accord. le débat, discussion. Comment est-ce que le numérique a modifié nos relations? Merci. Sandrine Charpentier était notre Merci. invitée. Merci beaucoup. Et dans un instant, Ivan Boissonneau, troisième invité de Réussir. La chaîne qui donne envie d'agir.